Mesdames, Messieurs, merci beaucoup de cet accueil si bienveillant. Merci à la direction du CEP de m'accueillir ainsi. J'ai déjà été invité il y a quelque temps pour parler cette fois-ci d'un sujet qui, sur le plan académique, était plus dans ma spécialité, qui était sur les relations entre l'Extrême-Orient et l'Occident, et notamment à travers l'aventure spirituelle d'un homme d'État chinois devenu moine bénédictin à Bruges, et dont Célestin Lu Zhengxiang. Et ce fut pour moi un grand honneur. Mais être invité, c'est déjà beaucoup d'honneur, mais alors être réinvité, alors c'est encore mieux, parce que bon. Et je suis très heureux de m'exprimer devant vous, et aussi devant Madame Sellier, dont je fus le collègue lors d'une mandature de ce Parlement européen. Alors, Monsieur Tasso m'a suggéré un titre qui lui vient de, je pense, il me l'a avoué d'ailleurs, de la fameuse phrase du dissident russe Andreï Amalrik: « L'Union soviétique survivra-t-elle à 1984 ?» Andreï Amalrik, d'ailleurs mort dans des conditions suspectes à 42 ans, et dont les ouvrages se sont avérés prophétiques. Il avait un petit peu d'avance parce que l'Union soviétique a survécu brinque-ballante à 1984, mais elle n'a pas passé 1991. Donc le problème se pose pour cette Europe. Alors je dis tout de suite qu'il y a certainement ici des personnalités qui, tout en étant unies par une communion de foi, ont des opinions politiques qui peuvent être différentes, voire divergentes. La mienne est évidemment, comme toutes les opinions politiques, je ne dirais pas comme ce matin, remarquable exposé de mère Marie-Agnès, qui nous a dit très légitimement qu'elle ne voulait pas faire de politique. Mais moi, j'ai fait de la politique, je fais de la politique, et même je continue à en faire. Donc mes opinions sont naturellement à ce titre contingentes, et elles peuvent évidemment être contrebattues, d'autant plus qu'elles sont minoritaires. Mais elles sont le fait d'une minorité qui va croissant à chaque élection d'ailleurs européenne, et qui, je pense, rencontre de plus en plus d'audience dans le public. Et cette minorité que l'on baptise de différents termes destinés d'ailleurs, je pense, plutôt à la discréditer. C'est le problème de la diabolisation, n'est-ce pas, les eurosceptiques, les anti-européens. Anti-européens, j'ai entendu ça beaucoup, d'ailleurs, quand j'ai eu le bonheur de constituer avec mes collègues et d'autres de différentes nationalités un groupe parlementaire qui s'appelait, c'était tout un programme, Identité, Tradition, Souveraineté. Ça a été, comme l'on dit en termes de communication, un scoop. Au moins au plan international, pas tellement en France d'ailleurs, mais j'ai eu beaucoup d'interviews, notamment de la presse anglo-saxonne, qui est extrêmement prude sur tous ces sujets et qui était réprobatrice, évidemment. Ils disaient: mais comment vous constituez un groupe parlementaire, vous allez donc avoir des avantages, vous allez avoir des assistants, vous allez avoir des crédits de communication, des facilités, etc. Vous qui êtes contre l'Europe, vous allez bénéficier des crédits de l'Europe. Sous-entendu, voyous, escrocs, bandits, etc. Bon. Alors j'ai expliqué beaucoup de choses. J'ai expliqué que nous ne devions pas notre statut à la volonté de la majorité de ce Parlement, mais aux électeurs qui nous y avaient envoyés, et qui n'étaient pas des demi-citoyens ou des quarts de citoyens, et qu'il était parfaitement naturel que nous disposions des mêmes moyens que ceux, évidemment, des autres groupes politiques. Et j'ai dit aussi à ce moment-là, évidemment, que nous n'étions pas contre l'Europe. C'est une absurdité. Comment est-ce qu'en effet, des responsables politiques européens pourraient être contre l'Europe?
Pas plus que les responsables politiques africains contre l'Afrique ou les responsables politiques asiatiques contre l'Asie. Le problème étant de savoir évidemment ce que l'on met sous les mots. Confucius disait que le bon gouvernement, la recette du bon gouvernement, c'était de donner leur sens exact aux mots. Voilà, bon. Et c'est toujours vrai aujourd'hui. Non, nous sommes résolument contre un certain nombre d'évolutions que je crois désastreuses, je vais y venir, de ce que l'on appelle l'Union européenne, qui est l'une des organisations, sans doute la plus importante, évidemment, à l'heure actuelle dans le cadre européen, mais nous ne sommes pas contre l'Europe. Et qu'est-ce que c'est que l'Europe? L'Europe, si l'on... puisque M. Tasso m'a demandé de prendre un petit peu de champ dans la géographie et dans le passé, l'Europe, si l'on regarde une carte de géographie, ça n'est pas grand-chose. C'est une petite péninsule à l'extrémité de l'immense continent asiatique. Bon. Mais sur le plan évidemment culturel, sur le plan de la civilisation, c'est le foyer le plus exceptionnel de civilisation qu'à ce jour le monde ait porté. Et celui qui vous parle a consacré sa vie professionnelle à l'étude et à l'enseignement des civilisations de l'Extrême-Orient, qui sont de grandes, qui sont de belles civilisations, et qui ont produit des œuvres admirables de la matière comme de l'esprit, des temples, des jardins, des pagodes, et aussi des réflexions philosophiques, spirituelles, extrêmement intéressantes, mais jamais avec autant de variété et aussi autant de profusion, c'est-à-dire une profusion de biens à la disposition des plus humbles de nos compatriotes, comme en témoigne ce jardin qu'est la France, quand on veut bien la parcourir, et le moindre de nos villages qui recèlent tant de trésors de l'architecture, et nos champs qui sont de véritables jardins. Eh bien, c'est cela la civilisation européenne en général et française en particulier. C'est une extraordinaire diversité, une extraordinaire profusion. Et parmi tous les legs de la civilisation européenne, ils sont extrêmement nombreux et variés, évidemment, l'architecture, la musique, la littérature, etc. Je me souviens qu'un jour, il y avait eu une polémique, parce que je ne sais plus qui, c'était pas moi pour une fois, avait dit qu'il y avait une hiérarchie entre les civilisations. Alors aussitôt, il y a une équipe de Canal+, qui s'était précipitée vers la bête immonde que je représentais, naturellement, assurée d'avoir un écho permettant de relancer un petit peu la polémique. C'était pour le journal de Canal+, etc. Et ils voulaient m'interviewer. J'étais à Bruxelles, parce que je faisais mon travail quand même, et je leur dis, écoutez, non, je ne veux pas, à moins que vous ayez un duplex depuis Bruxelles, mais je veux bien vous répondre, je veux bien répondre surtout, et à tout le monde, dès lors qu'on m'interroge courtoisement, et pas de façon, et pas en essayant de m'espionner. Alors, finalement, j'ai retrouvé leur équipe sur les marches de la gare du Nord, en rentrant à Paris, et alors, de façon gourmande, le journaliste, là, tendant le micro, me dit, alors, monsieur Gollnisch, est-ce que vous pensez qu'il y a une hiérarchie entre les civilisations? Parce que rien que ça, c'est un blasphème, hein. Je dis oui, parfaitement. Je pense qu'il y a une hiérarchie entre, au moins, un certain nombre d'aspects des civilisations. Je pense que, je dois vous dire que l'orchestre symphonique me paraît supérieur au tam-tam. Mais ai-je ajouté aussitôt, la façon dont les Africains traitent leurs anciens me paraît très supérieure à la nôtre. Voilà. Évidemment, ce deuxième membre de phrase a disparu, comme vous pouvez vous en douter, à la retransmission au journal du soir. Eh bien, parmi tous ces apports civilisationnel, si vous me permettez ce barbarisme, que l'on doit à l'Europe et à elle seule, c'est la liberté et l'égalité des nations. Ce concept nous est tout à fait familier. Nous concevons que, au moins en théorie, hein, dans la pratique, comme d'ailleurs ce matin, Agnès Mariam nous l'a bien expliqué. Toutes les nations sont égales, mais il y en a qui sont plus égales que d'autres et même qui arrivent à semer le désordre
chez certains autres. Mais bien sûr, il y a des inégalités de puissance, il y a des inégalités de richesse, mais théoriquement, en droit, dans ce droit des gens européens devenu le droit international, les nations sont égales, à telle enseigne que, par exemple, si, par exemple, l'une de vous, mesdames, reçoit à dîner 2 ambassadeurs, mettons au hasard l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique et l'ambassadeur du Grand-Duc de Luxembourg, eh bien, lequel placera-t-elle à sa droite ? Eh bien, ce n'est pas forcément l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, même si les États-Unis d'Amérique sont beaucoup plus importants, beaucoup plus puissants que le Luxembourg. Ce sera, au terme d'un droit coutumier, des traités d'Aix-la-Chapelle, etc., sous l'Ancien Régime, ce sera l'ambassadeur qui a le premier présenté au président de la République française ses lettres de créance, et donc le plus ancien dans sa fonction, étant entendu que certains États catholiques considèrent que, par tradition, que le représentant du Saint-Siège est de droit le doyen du corps diplomatique. Voilà. De la même façon que quand j'étais, il y a peut-être d'anciens marins ici, officiers de marine, quand j'étais, pendant mon service militaire un peu prolongé, jeune officier sur les bâtiments de la marine, eh bien, il y avait le problème du salut en mer, alors, pour lequel on a fait des guerres acharnées, qui traduisaient une volonté d'appropriation des espaces maritimes. Quel est le navire qui doit saluer le premier ? La Suède voulait être saluée, la première en mer Baltique, l'Angleterre la première en mer du Nord, la France la première un peu partout, et ainsi de suite. Et donc, on se tirait à coups de canon. Vous savez, il y a des récits dont je vous ferai grâce parce que ça n'est pas le sujet. Ouf, on a résolu le problème. Alors comment est-ce qu'on salue d'ailleurs à bord d'un navire de guerre ? Eh bien, l'équipage est au garde à vous du côté où on croise l'autre navire. Mais à l'heure actuelle, ça se passe. Quelque part sur les mers, j'en suis absolument certain. Et au garde à vous, on dit au poste de bande, c'est comme ça que ça s'appelle officiellement, le clairon sonne, les officiers saluent, les hommes au garde à vous, et on abaisse le pavillon. Bon, et qu'est-ce qui fait ça le premier ? Eh bien, on salue le premier, le navire qui est commandé par l'officier le plus gradé, et à égalité de grade par le plus ancien. Alors vous me direz, comment est-ce qu'on le sait ? Ben, quand j'étais sur la Calliope, qui est un petit chasseur de mines de 500 tonnes, et qu'on croisait un porte-avions étranger, on ne se posait pas trop la question, et on se disait que le commandant du porte-avions était vraisemblablement plus gradé que notre capitaine de corvette qui commandait. Mais quand on rencontre 2 navires d'à peu près égale importance, eh bien, on entrait en relation. Quel est le grade de votre commandant ? Et on se reportait vers des livres qui donnent des tableaux de correspondance avec un truc ennuyeux, c'est que le grade de commodore qui existe dans la marine anglo-saxonne n'a pas son équivalent en France, puisqu'il est entre le capitaine de vaisseau et le contre-amiral. Bon, je vous fais grâce de tout cela, c'est pour vous dire que, à travers ces questions protocolaires, et je pourrais en parler très longtemps, l'Europe a inventé l'égalité des nations, la souveraineté summa potestas, à laquelle Deo gratias, puisque nous sommes dans une assemblée catholique, même M. Macron a rendu hommage. Quand il a parlé des grands auteurs de la République, il a nommé Jean Bodin. Sauf que Jean Bodin était tout à fait monarchiste. Et que, évidemment, quand Jean Bodin écrit son livre de la République, des Républica, c'est de l'État, en réalité, qu'il s'agit. Eh bien, qui, notamment, a ce thème de summa potestas, la souveraineté. La souveraineté, c'est la faculté qu'a, précisément, un État, et l'État, c'est l'écorce juridique destinée à protéger la nation, de se déterminer par lui-même, charbonnier et maître chez soi. Alors, ce principe de liberté et d'égalité des nations, il ne va pas de soi. Il y a beaucoup de choses qui nous viennent des Grecs, parce que les cités grecques, encore qu'elles aient reconnu dans leurs ligues et dans leurs amphictyonies des suprématies, l'hégémone, le despotès, etc. Mais les cités grecques étaient quand même assez soucieuses d'égalité entre elles, en règle générale, et elles ont inventé toutes sortes... Et il y a toutes sortes de débats qui ressemblent à nos débats du Parlement européen pour savoir
Par exemple, s'il y a une citoyenneté européenne, est-ce que c'est une citoyenneté spécifique ou est-ce que c'est une citoyenneté qui résulte tout simplement de la reconnaissance mutuelle de ce que les personnes qui sont titulaires de la citoyenneté d'un État membre de l'Union ont des droits égaux à ceux de nos propres ressortissants. Eh ben, c'est un débat qu'avaient les Grecs entre l'isopoliteia et la sympoliteia. C'était tout à fait un débat qui animait les cités grecques. Alors ça n'animait pas du tout, en revanche, Rome, dont on a rappelé encore ce matin à quel point c'était le centre de notre civilisation. Il faut dire que les Romains étaient assez impérialistes. Ils avaient beaucoup de mal à concevoir l'existence de communautés en dehors d'eux, si ce n'est dans un cadre éventuellement de soumission. Et le fameux Ius Gentium dont nous avons fait droit des gens, qui est le mot ancien pour désigner ce que nous appelons aujourd'hui le droit international, n'était pas du tout un droit international au sens où nous l'entendons aujourd'hui. C'était le droit qui s'appliquait en quelque sorte aux nations soumises, aux nations qui, sans participer du ius civilis, c'est-à-dire du droit romain, avaient malgré tout conservé des institutions propres et étaient régis dans leur relation avec Rome par un droit, mais qui était quand même un droit de subordination, les ressortissants de ces nations étaient donc soumis au ius gentium jusqu'à ce que l'édit de Caracalla fasse de tous les habitants de l'Empire des citoyens romains. Ce qui, entre nous soit dit, a peut-être accéléré son déclin, mais ceci est une autre histoire. Alors, au Moyen-Âge, il y avait bien sûr les prétentions hégémoniques du Saint-Empire romain germanique, mais qui ont achoppé sur le fait que la concentration de tous les pouvoirs temporels et spirituels est impossible dans une civilisation chrétienne. Je ne vais pas rappeler, vous connaissez tout cela mieux que moi, notamment les plus anciens, la querelle des investitures, les résistances de la papauté à l'hégémonie de l'Empire, etc. Et aussi du roi de France qui se disait empereur en son royaume. Par conséquent, qui refusait, bien qu'il n'eût que le titre royal et l'empereur le titre impérial, qu'il en résulta quelques subordinations, que ce soit d'ailleurs encore quand, je crois, Pierre Ier assume le titre d'empereur, car tsar, ça vient de César, ça veut dire empereur, la cour de Louis XIV lui envoie une belle lettre en lui disant que bon, ben d'accord, mais qu'il soit bien clair, qu'il n'en résultera aucune subordination et aucune priorité protocolaire par rapport à la cour de France. En réalité, on peut dire que cette égalité souveraine des nations, elle est consacrée au traité de Westphalie qui met fin aux terribles guerres de religion qui ont été les premières des guerres civiles européennes, ainsi traité ainsi dénommé parce qu'il y en a eu un signé à Münster et l'autre à Osnabrück en 1648 et traité d'où date un principe qui, plus encore qu'être juridique, est un principe politique, le justum potentiae equilibrium, le juste équilibre des puissances, des pouvoirs. Aucune nation européenne d'une certaine importance ne doit pouvoir imposer son hégémonie aux autres. Alors c'est un principe qu'un certain nombre de personnalités notables qui s'appelleront Napoléon Bonaparte, Adolf Hitler, etc., essaieront bien sûr d'enfreindre, mais sans succès. Et ceci donnant lieu d'ailleurs en partie à ces terribles guerres civiles européennes que furent le premier et le deuxième conflit mondial. De ces guerres civiles européennes qui laissent une Europe pourtant ayant réussi jusque-là à dominer le monde. Encore dans mon enfance, dans ma classe de 10e, on dirait aujourd'hui, je crois, CE1 ou quelque chose comme ça, quand j'ouvrais mon livre de géographie, eh bien, voilà, la moitié de l'Afrique, c'était en rose, c'était à la France, l'autre, c'était en bleu, c'était à la Grande-Bretagne. Il y en avait quand même un petit peu pour le Portugal et la Belgique, mais enfin, voilà, la France régnait ainsi sur des
des espaces immenses sur tous les continents, mais considérablement affaibli. Évidemment, les puissances européennes s'effacent devant deux superpuissances qui sont les USA et l'URSS. Et ces deux superpuissances s'affrontent, évidemment. C'est le monde dit libre qui, malgré tout, est plus libre que l'autre, même s'il y a beaucoup de choses à y redire, et le communisme implacable qui s'étend exclusivement par la force, la violence et la subversion. Et la petite Europe occidentale se trouve coincée entre ces deux superpuissances qui, vous le noterez, ont un système d'organisation fédérale. Oh, le fédéralisme soviétique, il y aurait beaucoup à en dire, c'était évidemment sous la botte du communisme largement une fiction, encore que lorsque l'Union soviétique disparaît, on s'aperçoit que c'est une fiction qui correspond à une certaine réalité, puisque ces républiques socialistes vont reprendre leur indépendance sur la base, normalement, des frontières qui sont les frontières intérieures à l'Union soviétique. Et puis, évidemment, l'autre grande puissance également fédérale, ce sont les États-Unis d'Amérique. Et dans ce contexte, on peut concevoir qu'il était assez légitime de se dire qu'on allait unir nos forces, ou plus exactement nos faiblesses, pour essayer d'en faire une force, et c'est par conséquent de ces conceptions qu'est issue l'Union européenne, plus exactement la communauté européenne, ou plus exactement encore les communautés européennes qui vont se succéder, la première étant la communauté européenne du charbon et de l'acier. Les promoteurs, mais je vous renvoie, je crois le livre est en vente ici, à l'excellent livre de monsieur Philippe de Villiers, je crois que j'ai tiré sur le fil du mensonge et le reste est venu, ou le temps est venu de dire ce que j'ai vu, enfin je ne sais pas, je regrette un petit peu qu'il n'ait pas dit tout cela plus tôt, personnellement, mais enfin bon, nous avions des relations, Madame Sellier s'en souvient, des relations en dépit du fait que nous appartenions à des écuries différentes, courtoises et même cordiales dans l'enceinte européenne, et nous étions rapprochés quand même par des analyses à 95% ou 99% semblables sur ce qui nous était présenté. Eh bien, les promoteurs sont Robert Schuman et Jean Monnet. Je distingue quand même Robert Schuman de Jean Monnet. Jean Monnet, agent, on peut le dire, des États-Unis d'Amérique, bon, plutocrate, etc. Robert Schuman était un Mosellan, ce qui explique beaucoup de choses, c'est-à-dire que c'était un homme qui était né allemand pendant l'annexion de la Moselle par l'Allemagne avant 1914, qui était redevenu français après le traité de Versailles, qui avait vu son pays réannexé par l'Allemagne en 1940 et ensuite repassé sous la juridiction française. Et l'idée de la communauté européenne du charbon et de l'acier, c'était de mettre fin définitivement, d'empêcher tout retour des conflits franco-allemands en mettant en commun ce qui avait été à la fois l'enjeu et les moyens de ces terribles affrontements. Enjeu parce que l'Allemagne avait en 1871 au traité de Francfort annexé les minerais de fer et de charbon de Lorraine, que la France les avait récupérés, qu'elle avait même essayé de voir si elle ne pouvait pas mettre un pied dans la Sarre, et peut-être même d'annexer la Sarre si les Sarrois en étaient d'accord. Bon, que quand l'Allemagne avait eu des difficultés pour payer les réparations auxquelles elle était engagée par le traité de Versailles pour prendre un gage, on avait envahi la Ruhr et ses minerais de charbon, et ainsi de suite. Bon, je n'entre pas dans les détails, par conséquent, on s'était dit, si on met en commun le charbon et l'acier et le fer, eh bien, voilà, on limitera les possibilités de nouveaux conflits. D'autant plus que ces conflits, eh bien, qu'est-ce qui les rendait possibles? C'était évidemment l'acier. On avait besoin, c'est l'acier qui faisait la force des armées à cette époque. L'acier permettait de faire les canons Krupp, aussi bien que les canons 75 d'ailleurs, les
cuirasses des cuirassiers qui régnaient en maître sur les escadres. Bon, aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. C'est plus tellement l'acier, il y a beaucoup d'armes qui sont en plastique, si j'ose dire. Et puis, ce qui compte, c'est, je crois, surtout la portée de la détection, c'est l'électronique, c'est tout ça. Bon. Mais, donc, communauté européenne du charbon et de l'acier. Puis, il y a une énergie nouvelle qui paraît extrêmement prometteuse, mis à part quand même l'épisode d'Hiroshima et de Nagasaki, c'est l'atome. Alors on fait aussi une communauté de l'énergie atomique qu'on appellera l'Euratom, et puis on décide de se mettre ensemble pour faire un grand marché commun de façon à permettre de bénéficier des économies d'échelle. Alors le marché commun, c'est quand même assez difficile parce que on se doute bien que si on met fin à tous les droits de douane, bon, ben, l'industrie allemande, elle a quand même meilleure réputation que la nôtre, les automobiles allemandes, etc. Comme dit la publicité Deutsche Qualität, bon, ça va nous concurrencer, mais d'un autre côté, nous avons des ressources, nous avons, comme l'hôtel général de Gaulle, autant de fromage que de jours dans l'année, etc., du bon vin, on va pouvoir refiler à nos partenaires nos produits agricoles. Par conséquent, on décide d'abolir tous les droits de douane, d'avoir un immense marché, ce qui supposait évidemment, de façon à garantir à nos agriculteurs des prix qui soient supérieurs à ceux que pouvait leur proposer le marché mondial, que cet espace à l'intérieur duquel les frontières économiques étaient abolies fut raisonnablement protégé sur son pourtour par des droits de douane, et pareil en ce qui concerne les flux de population. Il était extrêmement audacieux, évidemment quelques années à peine après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, de laisser les Allemands qui voulaient s'installer en France, à condition de ne pas y venir en uniforme Feldgrau et avec des Panzers, mais avec, voilà, avec un sac de voyage, eh bien, ils pouvaient venir en France et même s'y installer, y travailler, et de la même façon, tous les Français qui voudraient aller en Allemagne. Et compte tenu du fait qu'à l'époque, entre ces différents États, les niveaux de vie et de protection sociale, les données fondamentales de la culture présentaient quand même beaucoup d'aspects communs, et il n'y a pas eu de ruée migratoire de la France vers l'Allemagne, de l'Allemagne vers la France, etc. La seule, c'est ainsi que se constitue donc l'Europe des six, qui est en gros l'Europe carolingienne. C'est l'empire de Charlemagne, c'est-à-dire la France, l'Allemagne, la Belgique, la Hollande et le Luxembourg, qui ont déjà réalisé une union entre eux, donc le Benelux, et puis l'Italie, le seul problème étant l'Italie du Sud, qui est en retard de développement par rapport au reste de l'Europe, mais on va y parer, pense-t-on, par des politiques d'aide régionale que l'on met en place à ce moment-là. Voilà l'origine compréhensible, je le dis. Alors, certains déjà avaient pressenti ce qui allait passer par la suite et y étaient opposés, mais cela pouvait légitimement se concevoir, même avec les conceptions qui sont les nôtres de l'intérêt général. Et puis, par la suite, alors, les choses ont évolué considérablement et malheureusement, je suis obligé de le dire, c'est mon opinion, mais on peut la contredire, mais je la crois de plus en plus confirmée par les faits, elles ont évolué d'une façon absolument désastreuse. Elles ont pris une très mauvaise orientation. D'abord, il y a eu évidemment ces extensions territoriales. La grenouille a voulu se faire aussi grosse que le bœuf. On s'en est aperçu. Le général de Gaulle avait refusé par 2 fois l'adhésion de la Grande-Bretagne, considérant la spécificité du monde anglo-saxon et les liens que la Grande-Bretagne voulait conserver avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande et surtout les États-Unis d'Amérique, qui de ce fait étaient assez exclusifs de l'intégration dans un ensemble continental, ce qui ne signifie pas que nous soyons à vie les ennemis des Anglais, bien sûr.
Ben, on s'aperçoit aujourd'hui quand même avec le Brexit que cette analyse n'était pas tout à fait fausse. Et puis il y a eu les extensions, alors la péninsule ibérique, la Grèce, et puis après la chute du communisme, les pays d'Europe centrale et orientale, pour lesquels je ne nourris personnellement que de la sympathie, y compris les États baltes, etc. Ce qui fait qu'on est arrivé à 27, 28. Maintenant, avec le Brexit, on redescend à 27, mais des adhésions, assurément, qui ont été faites avec insuffisamment de préparation, avec des pays qui n'avaient pas les mêmes niveaux de vie et de protection sociale et des institutions, ni des institutions comparables aux nôtres, ce qui pose un certain nombre de problèmes. Et puis surtout, il y a eu un dévoiement de l'ouverture, c'est-à-dire qu'on est passé de la construction européenne à l'euromondialisme, c'est-à-dire à un espace européen considéré simplement comme une étape vers l'avènement général de cette société universelle, indifférenciée, dont nous parlait ce matin Mère Agnès Mariam. On a ouvert l'Union européenne sur le plan économique à l'ensemble du monde et en soumettant cet espace à une concurrence dont je dirai un mot dans un instant, cependant que l'on augmentait considérablement la bureaucratie, parce que ces institutions ont été saisies d'une espèce de messianisme et d'une volonté de réglementation. Et on dit dans cette... Je parle sous le contrôle de Madame Sellier, on entend souvent dire, oui, mais ça, c'est parce que c'est la Commission qui est un organe bureaucratique, etc. Mais il faut donner davantage de pouvoir au Parlement européen parce que c'est la voix du peuple et le Parlement, il sera beaucoup plus raisonnable, etc. Je vous dis tout de suite que c'est faux. C'est faux. Parce que à quoi rêve un député européen quand il est élu ? Comme tout parlementaire, il rêve d'abord à être réélu. Bon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais en deuxième lieu, il pense surtout à augmenter l'importance de l'institution à laquelle il appartient, des institutions, du système dont il est un des rouages. Et que s'il n'a pas une doctrine assez sûre de ce qu'est le bien commun, de ce qu'est ce principe de subsidiarité, non pas le faux principe de subsidiarité qui est exactement l'inverse de celui qui se trouvait dans la doctrine sociale de l'Église telle qu'elle résulte des encycliques pontificales ou autres. S'il n'a pas une claire vision de tout ça, il va vouloir faire le bien du monde. C'est ainsi que le Parlement européen, tous les jeudis de session, joue à l'ONU, émet des résolutions sur les droits de l'homme en Indonésie, ou droits de la femme d'ailleurs, sur la condition pénitentiaire au Guatemala, sur ceci, sur cela, toutes choses pour lesquelles il n'a rigoureusement aucune compétence dans les deux sens du terme. Et il n'a pas de compétences juridiques et il n'a pas une connaissance suffisante des sujets, d'ailleurs, mais ça fait rien. Mais aussi une réglementation qui s'impose absolument partout, à telle enseigne que il y a aujourd'hui moins de différence entre les États qui composent l'Union européenne, moins de latitude qu'il n'y en a entre les différents États des États-Unis d'Amérique. Et vous avez des États à l'intérieur des USA qui ont la peine de mort, d'autres qui ne l'ont pas. La plupart ont un système juridique qui est celui dit de common law, c'est-à-dire le système anglo-saxon, mais la Louisiane a conservé le code civil. Vous avez des États comme à Las Vegas où on autorise le jeu et d'autres où il est interdit, etc., etc. Mais ces différences sont impossibles aujourd'hui entre États composant l'Union européenne. La querelle entre le fédéralisme qui serait plus centralisateur et le confédéralisme
en faveur duquel se prononçaient mes amis politiques parce que c'était une forme plus légère. C'était déjà d'ailleurs les termes utilisés lors de la guerre de sécession aux États-Unis d'Amérique. Hein. Les États du Sud étaient les confédérés et les États du Nord étaient les fédérés. Bon. La querelle entre confédéralisme et fédéralisme est aujourd'hui totalement dépassée. Ce qui se met en place, ce n'est pas une fédération, c'est un État unitaire, c'est un État centralisé, c'est un pouvoir qui prétend régir en direct tous les aspects de la vie politique, économique, sociale, culturelle, sexuelle de 500 millions d'Européens. Et ça, c'est un projet qui est contre nature, c'est un projet, je dirais, prométhéen, qui ne correspond pas à la véritable nature de l'Europe, à son génie, à son héritage, à sa civilisation. Le bilan de tout cela est catastrophique. Je vais y revenir dans un instant. Je le disais, l'Union européenne a succédé à la communauté européenne qui résulte elle-même de la fusion des 3 communautés européennes. Alors prenons par le détail, communauté européenne du charbon et de l'acier. Le résultat pour la France, il n'y a plus de charbon, il n'y a plus d'acier. C'est très simple. Le dernier, c'était ArcelorMittal, etc., qui bat de l'aile ou qui a définitivement fermé, je ne sais plus où on en est. Bon. Les mines de fer, tout ça, c'est terminé. L'Euratom, la communauté européenne de l'énergie atomique, c'est mort depuis que l'Allemagne a décidé de renoncer à l'énergie atomique, tout en nous achetant de l'électricité d'origine nucléaire, hein, quand elle en a besoin, mais enfin bon. La communauté économique européenne, c'est-à-dire le libre-échange, qui a été abusivement étendue par l'abaissement méthodique de nos frontières économiques avec le reste du monde et notre insertion dans l'Organisation mondiale du commerce, le résultat, c'est que la France a perdu en 20 ans la moitié de son potentiel industriel. Voilà. Et nous ne sommes plus maîtres, évidemment, de notre politique financière, puisque notre monnaie est émise depuis Francfort. Et n'étant plus maîtres de notre politique financière, nous ne sommes plus maîtres de notre politique économique, nous ne sommes plus maîtres de notre politique sociale. Ceci justifie, puisque l'origine de cet exposé, c'était la phrase d'Amalrik faisant référence à l'Union soviétique, ben je vous en livre une autre, c'est celle du dissident russe Boukhovski, vous pouvez trouver cela sur les réseaux sociaux, qui, parlant de l'Union européenne, parlait d'une Union soviétique européenne, des républiques soviétiques européennes, et qui a conclu son intervention en disant « J'ai vécu votre futur » et ça n'a pas marché. Voilà, j'ai vécu votre futur et ça n'a pas marché. Je ne voudrais pas dépasser mon temps. Monsieur Tasso, vous n'hésiterez pas à me dire quand il faudra que je conclue. Brièvement, l'ouverture des frontières, l'assimilation au mondialisme, à l'Organisation mondiale du commerce, la libre circulation, le dogme, la libre circulation des marchandises et des services, des capitaux et des personnes. Bon. Alors, libre circulation des marchandises, c'est nous exposer à la concurrence déloyale, évidemment, de pays qui n'ont ni les mêmes règles, ni les mêmes lois, ni les mêmes contraintes que nos entreprises européennes, elles, soumises à un fardeau croissant de normes, de règles, de lois et de contraintes. Ce qui est quand même paradoxal. Je disais, bilan, disparition en 20 ans de la moitié de notre potentiel industriel. Bon. J'ai une anecdote quand même à ce sujet, parce que l'année dernière, pas cette année, mais l'année dernière, je me trouvais sur le plateau de LCI, on discutait beaucoup des retraites, et c'était la veille du congrès du MEDEF, l'organisation patronale, qui venait de décommander Marion Maréchal, qui avait été invitée, puis ça avait suscité des troubles chez eux, donc, et finalement, de façon assez inélégante, ils l'avaient décommandée, et je me trouvais sur le plateau de la télévision avec un monsieur d'ailleurs fort sympathique, monsieur Martin, qui est un industriel de la région Rhône-Alpes, qui est vice-président du MEDEF, et la discussion roulait sur les retraites.
Bon, qui était le sujet à l'époque. Depuis, je vous rassure, il y a eu le Covid. Alors, les retraites, c'est fini, on ne parle plus que des masques. Bon, donc les retraites. Alors, M. Martin donnait la position officielle de son organisation, c'est qu'il fallait diminuer, il fallait pas payer trop de retraites, il fallait travailler plus, etc. Bon, tout ça. Bon, alors c'était peut-être pas faux d'ailleurs, mais je lui ai dit quand même à un moment, écoutez, vous seriez plus crédible quand même si vos adhérents, qui sont très souvent des patrons de grandes sociétés issues du CAC 40, de ces privatisations dont nous parlait M. Héon ce matin, n'est-ce pas, privatisations abusives, monopolistiques, qui héritent de sociétés qui sont généralement des hauts fonctionnaires politisés, qui héritent de sociétés qu'ils n'ont pas créées, dans lesquelles ils n'ont pas risqué un centime, qui bien souvent les gèrent mal d'ailleurs, partent avec des retraites chapeaux, des stock options, en se goinfrant de salaires mirifiques, parce qu'on parle des traitements des députés. Enfin, le seul monsieur Ghosn, par exemple, il était payé 450 fois ce que gagne un député, je précise, hein, pour fixer les ordres de grandeur. Bon, alors, piqué au vif, mon interlocuteur me dit mais non, mais c'est pas vrai du tout, nous avons chez nous de vrais entrepreneurs, enfin, il dit pas que les autres sont des faux quand même, bon, il y a des gens qui ont créé des entreprises, etc. Venez donc voir, si vous venez demain à notre congrès, vous verrez que c'est bien le cas. Alors, évidemment, je lui dis, ben alors vous m'invitez. Il était très ennuyé parce que c'était du direct. Et oui, je vous invite, oui. Ah bah très bien, d'accord. Bon, donc ils ne voulaient pas Marion Maréchal, ils ont eu Bruno Gollnisch. Faute de griffes, on mange des merles. Bon, et je me retrouve sur les tribunes de l'hippodrome de Longchamp. Et pour assister à des débats comme ici, alors j'arrive, quand même, quelques regards bienveillants, etc. Bon, je vois, il y avait un débat, c'était formidable, c'était sur le libre-échange, et notamment sur la Chine. Il y avait l'ambassadeur de Chine, il y avait M. Montebourg, ancien ministre, et il y avait 2-3 autres personnalités éminentes, et alors, on attaquait la Chine. Ah, la Chine, c'était alors la Chine. Là, j'ai l'impression, le patronat français découvrait que la Chine n'était pas seulement potentiellement un immense marché prometteur, mais qu'elle pouvait être aussi un redoutable concurrent, figurez-vous. Voilà comment l'esprit vient aux dirigeants économiques français. Et alors, c'était, comme on dit aujourd'hui, du China bashing. Voilà, on critiquait la Chine. Alors Arnaud Montebourg, qui je crois est maintenant président, il s'occupe non seulement de Marinière, là, bon, mais aussi il avait, je crois qu'il est administrateur ou président d'une association, d'une société qui fait du miel. Alors il avait son petit pot de miel dans un pot tricolore avec un coq dessus, et il dit à l'ambassadeur de Chine, monsieur l'ambassadeur, je vous offre ce petit pot de miel que je suis incapable d'exporter chez vous en Chine parce que vous vous opposez à cette importation sous des prétextes sanitaires, ce qui est parfaitement exact d'ailleurs, hein, il avait tout à fait raison en l'occurrence. Bon. Ah, j'étais très intéressé, je me dis tiens, ils évoluent, ils vont finir par parler comme Le Pen, hein, enfin, hein, bon. Alors, l'ambassadeur de Chine me disait mot, et puis quand même, à la fin, on lui a donné la parole. Alors, c'était un petit homme très doux, qui s'exprimait dans un très bon français. Alors, il a dit j'ai bien entendu tout ce que vous avez dit. Eh bien, voyez-vous, en ce qui concerne la mondialisation, il y a des perdants et il y a des gagnants. Et il s'est arrêté là. Alors, j'ai trouvé ça absolument... Je riais comme un bossu, enfin au moins intérieurement, j'étais pas le seul quand même, parce que dans l'assistance, certains ont bien perçu l'ironie, évidemment, l'ironie cynique de l'ambassadeur, mais il a quand même continué. Il y avait 2 autres observations. Alors il a dit,
Et voyez-vous, chez nous, en Chine, il y a un proverbe qui dit que quand on est malade, il y a une chose qu'il faut éviter de faire, c'est de dire aux autres de se soigner. Deuxième torpille, en dessous de la ligne de flottaison. C'est absolument authentique, hein, au mot près. Alors, enfin, il a ajouté, ce qui n'était pas bon, il dit, mais vous savez, ce téléphone portable là de marque Apple, je ne sais quoi, le fabricant chinois, il ne récupère que 6% de la valeur ajoutée. Tout le reste va aux intermédiaires, au transport, à la marge commerciale du fabricant, du commerçant, aux impôts des États membres, etc. Alors ça, je suis pas sûr que ce soit vrai, mais je crois que c'est vrai en partie. Et donc, il est certain, néanmoins, que, comme disait mon collègue Martinez, les Français travaillent 35 heures, enfin en principe, les Chinois, eux, dorment 35 heures. Et le reste du temps, ils travaillent. Bon. Et oui, j'ai oublié de dire, l'ambassadeur a dit aussi une chose, c'est l'avantage concurrentiel que nous avons, a-t-il dit, je vous rappelle que c'est parce que le peuple chinois, parce que... Oh, il y a un opposant là. Ouais, mais jeune. Ouais. Parce que le peuple chinois réinvestit les gains de productivité qu'il a fait, au lieu de s'en servir pour l'amélioration de sa vie personnelle, il les a méthodiquement réinvestis dans la modernisation de son appareil productif. Ce qui n'est pas totalement faux, là non plus. Toujours est-il que il est certain que l'ouvrier chinois, comme je disais, il dort 35 heures, il travaille le reste du temps, il n'a pas de sécurité sociale, pas de pension de retraite ou très peu. Comme c'est un régime communiste, donc qui est resté autoritaire, il n'a pas la possibilité même de manifester pour demander une vie meilleure, de se syndiquer au syndicat de son choix. Donc ce pays communiste est devenu le paradis du capitalisme le plus cynique. D'où les délocalisations dont on revient aujourd'hui, et on s'est aperçu à l'occasion de la crise du Covid qu'on n'était même pas en mesure de fournir des masques ou d'en fabriquer un morceau de tissu avec 2 élastiques au bout, quand même. C'est pas absolument, on ne devrait pas être absolument sorcier. Bon. La libre circulation des capitaux, ce sont les raids des fonds de pension américains, puisque, notamment américains, puisque vous savez que dans ces pays, ce n'est pas l'État qui assure la sécurité sociale ou les retraites. Par conséquent, les salariés, les employés cotisent, et ces fonds de pension disposent de capitaux considérables, mais ils ont pour mission de les rentabiliser. D'où précisément ce que disait M. Héon ce matin, si j'ai bien entendu, notamment des acquisitions, mais des acquisitions dont le but n'est pas, des acquisitions de ce qui nous reste d'appareils productifs, mais dont le but n'est pas évidemment de maintenir l'emploi en France. Ces fonds, ils sont comptables exclusivement envers leurs épargnants ou leurs actionnaires, et ce qu'il leur faut, si on vend une entreprise par appartement en la démembrant et en réalisant une opération juteuse au passage, eh bien, ils ont rempli leur mission. Enfin, la libre circulation des personnes, c'est l'immigration massive, je dis bien, je précise bien, s'il en était encore besoin, que je n'attaque pas la personne des immigrés ou des immigrants, des candidats à l'immigration. C'est notamment la folle politique de Mme Merkel. On voit bien que l'Allemagne a définitivement accepté le grand remplacement, c'est-à-dire qu'elle a fait sienne la dénatalité qui la frappe et décidé délibérément de remplacer la population d'origine par une population venant d'ailleurs pour assurer pendant une génération encore, sans doute,
pendant quelques dizaines d'années peut-être, le maintien de son niveau de vie actuel. Mais quand on invite des gens à faire des enfants à votre place, eh bien on n'est plus maître chez soi, c'est évident, et c'est ce que nous observons tous les jours. Je ne parle pas des étrangers, bien sûr, qui sont venus en France et qui y ont travaillé honnêtement, qui ont épousé un Français, une Française, qui se sont assimilés à notre culture, notre civilisation, qui ont respecté nos lois et qui ont agrandi la famille nationale. Mais nous voyons bien, il suffit d'ouvrir les yeux, que nous vivons par certains égards une colonisation à rebours, agressive, et ceci avec la bénédiction des institutions européennes, car il y a un véritable messianisme à cet égard, du brassage des populations, de la négation des identités nationales, des identités culturelles, des identités spirituelles, la différenciation, des identités sexuelles même, la différenciation est étant d'ailleurs considéré comme un blasphème, et même c'est d'ailleurs même en France à certains égards pénalement sanctionnable. Bon. Et parallèlement, cette Union européenne légifère surtout une législation confuse de type anglo-saxon, avec des considérants à n'en plus finir, à l'opposé de la concision de notre code civil. Elle légifère sur les changements de nom et de sexe des transsexuels, estimant d'ailleurs que les opérations esthétiques, les faux seins, les organes génitaux nouveaux, etc., doivent être obligatoirement remboursés par les sécurités sociales des États membres. Elle légifère sur la largeur des béquilles des cyclomoteurs. C'est des exemples réels que je donne là, bien sûr. Hein. Elle légifère, ça a été un grand débat, sur la teneur en chocolat, en beurre de cacao du chocolat. Hein? C'est un grand débat. Ça m'a permis d'ailleurs de faire juger par le Conseil d'État que la distribution de chocolat que j'avais organisée lors des élections européennes suivantes pouvait être effectivement considérée comme du matériel électoral et à ce titre remboursé par la République. Bon. Un arrêt Gollnisch. Elle légifère sur le point de savoir si la pie grièche, le chouca des clochers, le corbeau-freux doivent être, c'est le cadre de la directive oiseaux, des espèces protégées, et ceci par une réglementation unique depuis l'Algarve au sud du Portugal jusqu'à la Laponie au nord de la Suède. Oui. Ce processus législatif est devenu totalement pervers. Il s'émet 40 000 votes par chaque mandature du Parlement européen. Je m'honore, avec quelques-uns de mes amis, de n'avoir pas à rougir d'un seul de ces votes. Mais je peux vous dire que c'est un sacré boulot pour décortiquer tout ça. Hein. Les conséquences sont considérables sur notre droit interne, parce que nous avons un article 55 de la Constitution qui nous dit que les traités ont, dès leur publication, les traités et accords internationaux ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois françaises, sous réserve de leur application par l'autre partie. Alors je laisse tout de côté ce dernier membre de phrase, très important, c'est l'exigence de réciprocité, que personne n'invoque jamais. Jamais je n'ai vu un tribunal, une autorité publique quelconque dire mais avant d'appliquer le texte international plutôt que le nôtre, on va vérifier s'il est bien appliqué par nos partenaires. Jamais. Bon. De pure forme. Mais quand notre article 55 de la Constitution formule cette règle, il parle des traités. Des traités. Or, la Cour de cassation, par un arrêt qu'a fait Jacques Vabre, 1975, dont je pourrais vous parler longuement, mais il est très intéressant parce qu'il découle assez curieusement de la décision du Conseil constitutionnel refusant de sanctionner la loi Veil sur l'avortement, figurez-vous. Du coup, la Cour de cassation dit c'est moi qui dois vérifier la contrariété entre un texte international et un texte interne, et elle valide la supériorité de la réglementation européenne sur la loi française. Et aujourd'hui, la moindre réglementation européenne aura une autorité supra-législative et même, peut-on dire, supra-constitutionnelle. Et le Conseil d'État, lui, va résister un peu plus longtemps
mais finalement, la reine Nicolo, en 1989, ils vont admettre cette supériorité du droit dérivé, ce qu'on appelle le droit dérivé, c'est-à-dire plus seulement les traités, mais tout le droit qui est issu en fonction de ces traités, et que moi j'appelle le droit dérivant. Je passe, parce que le temps presse, sur le mépris des résistances à cette évolution vers ce super État euro-mondialiste qui rencontre de plus en plus de résistance chez les peuples, notamment les résistances au traité de Maastricht, les résistances, la Constitution européenne rejetée par le peuple français et le peuple néerlandais, contre 90% de la classe politique. Eh bien, quelle est la réaction? Madame Merkel, en anglais, pour être comprise de ses partenaires, dit « Let us keep the substance and change the wording ». On va garder la substance, on va juste changer les mots. C'est ce qu'a dit Madame Merkel, c'est pas une invention de ses opposants ou de qui que ce soit. Et ceci est reconnu par les hommes politiques les plus honnêtes ou les plus cyniques, les deux qualités ne s'excluant pas nécessairement. Hein. Mais M. Giscard d'Estaing, qui est le père de la Constitution européenne, dira très exactement que le traité de Lisbonne, il dira que c'est la Constitution européenne, c'est ma Constitution, mais dans d'autres tiroirs, quoi, disposés différemment. Bon, Karel de Gucht, Juncker, Premier ministre luxembourgeois, devenu ensuite président de la Commission, diront bien que le traité de Lisbonne, c'est exactement pareil que la Constitution européenne qui a été rejetée par les Français. Et moi, j'étais à l'époque président de groupe parlementaire, et on nous annonce la visite de M. Sarkozy, le président français. Bon. Et on se trouve un petit comité, là, on est 8 ou 10 autour de la table. Bon. Et c'est justement ces questions qui sont débattues. Et on discute avec M. Sarkozy qui en profite pour manger un sandwich pour déjeuner. Bon, ça veut dire la réunion assez informelle. Et je lui dis, écoutez, M. le Président, les Français ont rejeté le traité de Maastricht, tout le monde dit que le traité de Maastricht, on a rejeté la Constitution européenne, bon, tout le monde dit que le traité de Lisbonne, manifestement, c'est la même chose. Il faut... si vous êtes très satisfait de ce traité de Lisbonne, il faut également le soumettre au référendum. Et M. Sarkozy me répond textuellement, il me dit, mais non, je ne le ferai pas parce que je ne suis pas sûr du résultat. Bon. Et il ajoute même, et si je le fais, M. Blair sera obligé de faire pareil, et là je suis sûr du résultat, il sera négatif. Bon. Donc autrement dit, les peuples sont contre, je vais donc essayer de contourner cet obstacle. Et comment on l'a contourné? Par la voie parlementaire. Voilà. Alors dans ces conditions, que faire? Et c'est par là que j'en terminerai. Est-ce qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain? Je dirais, si c'est nécessaire, oui. Parce que il vaut mieux, quand vous êtes dans un train fou qui va vers le précipice, il vaut mieux sauter en marche que d'y rester, même au risque de vous casser une jambe. Mais je crois, cependant, alors on me taxera de naïf, qu'il serait possible de renégocier. Alors on me dit, c'est pas possible, vous n'arriverez jamais à mettre les 27 d'accord, etc. Je pense au précédent du compromis de Luxembourg, quand le général de Gaulle était mécontent de l'attitude de nos partenaires. Bon, ben, la France a pratiqué la politique dite de la chaise vide, elle a boycotté un certain nombre de réunions. On est ensuite revenu à la table des négociations et on a négocié ce fameux compromis de Luxembourg. Je crois que si nous demandions que l'on renégocie de façon à arrêter ce délire législatif, ce délire normatif et cette ouverture indistincte, cette intégration de l'Europe dans le mondialisme, eh bien nous aurions d'abord des alliés. Nous aurions des alliés peut-être en Italie, si M. Salvini vient au pouvoir. Nous aurions des alliés, nous avons déjà des alliés potentiels dans l'Europe centrale et orientale. Les Hongrois, les Polonais, les Tchèques nous disent, mais écoutez, nous, on est entrés dans l'Union européenne, on accepte que tous les Européens aillent chez nous, si vous voulez, on accepte tout ça, mais pour les non-européens, c'est autre chose. Voilà, bon. Et ils sont en but à l'hostilité systématique de la majorité. On veut punir la Pologne. On veut punir la Pologne parce qu'elle n'a pas l'avortement. Parce qu'elle n'a pas l'avortement et qu'elle doit pratiquer l'avortement au nom de la liberté de circulation des services.
Bon. On veut punir la Hongrie parce qu'elle ne respecte pas les normes européennes en matière de promotion du LGBTIQ. Lesbiennes, gays, bi, trans, intersexuel et queer. Je ne savais pas ce que c'était, vous voyez, même à mon âge, on en découvre. Bon, qui font partie du programme, la promotion de l'homosexualité militante fait partie du programme de Madame von der Leyen, la présidente de la Commission qui l'a annoncé, ainsi d'ailleurs que la promotion de la migration. Et si l'on renégocie de cette façon, qu'est-ce qu'on va garder? Qu'est-ce que l'on peut garder? Moi, je crois que l'on peut garder d'abord une chose, c'est le règlement pacifique des différends. Il est assurément préférable de se retrouver, de discuter, de régler par arbitrage ou autre avec nos partenaires que de se refaire la guerre, effectivement, tous les 30 ans. Bon. On peut conserver, sans doute, les rencontres régulières entre personnalités politiques, sous quelle forme, d'un parlement ou d'autres choses, entre diverses personnalités politiques de l'Europe. Je dois dire que personnellement, j'ai beaucoup appris au contact de parlementaires anglais, néerlandais, suédois, portugais, espagnols, italiens. J'ai vu, polonais, etc. J'ai perçu quelles étaient, en dépit de notre unité profonde de civilisation chrétienne, mais quelles étaient les différences psychologiques, les intérêts, les réflexes des uns et des autres. Et c'est vrai que nous avons quand même un certain nombre de problèmes communs dont nous pourrions discuter ensemble. Et puis, pour le reste, je préconise personnellement une gestion par programme. Par programme. Arrêtons le délire financier législatif. Disons clairement ce que nous voulons faire ensemble. Des projets chiffrés, quantifiables, sur lesquels les citoyens peuvent mettre un bilan coût-avantage. Et il n'en manque pas. Et ce qui est paradoxal, c'est que ces projets positifs, eh bien, dont on nous rebat les oreilles à l'occasion de chaque élection européenne, on nous dit, regardez, ça marche l'Europe, regardez Airbus. Ah oui, c'est très bien Airbus. Sauf que c'est un consortium industriel entre avionneurs européens qui effectivement concurrencent avec plus ou moins de succès Boeing, dans lesquels chacun a une part de capital et apporte des pièces détachées qui sont assemblées à Toulouse, mais ça ne doit rien au système de Bruxelles. Pareil pour la fusée Ariane que nous lançons depuis la Guyane, parce que c'est mieux de lancer, d'où l'intérêt d'avoir conservé ces territoires. Hein, depuis l'équateur, la Terre tourne plus vite à l'équateur qu'au pôle. Donc si on veut lancer une fusée satellitaire, il vaut mieux la lancer depuis l'équateur. Bon, elle a déjà une vitesse acquise. Eh bien, ça aussi, c'est un mixte d'organismes publics, Ariane Espace, mais ça ne doit rien au système de Bruxelles. Pareil pour le CERN, le Centre d'études et de recherche nucléaire, qui est un centre européen de recherche nucléaire, qui fait des recherches extraordinaires sur l'origine de la matière, le boson de Higgs, enfin, j'en parle, j'y connais absolument rien, bien que je l'ai visité, dans un anneau gigantesque de 40 km de circonférence, sous la frontière française et suisse, et auquel participent des physiciens, des chercheurs de tous les pays d'Europe. Mais c'est une organisation spécifique. Mais on peut faire ça à l'intérieur de l'Union européenne. Il y a des projets. Moi, j'ai dirigé une faculté où on enseignait 26 langues étrangères, sans compter le français, qu'on aurait pu compter comme la 27e d'ailleurs, bon, à plus de 2000 étudiants. Bon, eh bien, je ne suis pas opposé au programme Galileo. Donner un coup de pouce financier à des étudiants français qui apprennent l'espagnol pour qu'ils passent 6 mois à Madrid, et inversement à des étudiants madrilènes pour qu'ils passent 6 mois à Lyon, ça me paraît tout à fait légitime. Que le projet Galileo, qui vise à nous doter d'un satellite, d'un système de positionnement par satellite qui soit indépendant des États-Unis, ça me paraît excellent. On peut faire ces choses-là. On doit aussi, pour le reste, instaurer un protectionnisme intelligent, c'est-à-dire
faire savoir à nos partenaires que c'en est fini de l'abaissement indéfini de nos frontières douanières et que le commerce international, comme toutes les relations internationales, il est à base de réciprocité et c'est à la lumière de cela qu'on doit voir un certain nombre d'épisodes, dont le dernier en date est l'affaire Bridgestone. Alors me direz-vous, mais en cas d'échec, eh bien, il faut concevoir effectivement que cela peut, que cette renégociation puisse échouer. Encore qu'à mon avis, nous aurons des atouts très forts. Parce que l'Union européenne ne peut pas se permettre que la France claque la porte comme la Grande-Bretagne vient de le faire. Parce que la Grande-Bretagne, il suffit de regarder une carte, elle est périphérique par rapport à l'Europe. Elle ne fait pas partie des membres fondateurs. La France est un des 6 membres fondateurs. Si elle quittait l'Union européenne serait pratiquement condamnée. Mais si nous nous heurtions à une opposition résolue, je pense qu'il faudrait à ce moment-là mettre sur pied de nouvelles coopérations. Peut-être vers l'Est, vers la Russie. Je pense que je déplore les sanctions contre la Russie. Je sais bien qu'il y a un certain nombre de problèmes, dont le douloureux problème ukrainien, pour lequel, à mon avis, nous devrions plutôt proposer nos bons offices ou notre médiation que de prendre l'attitude que nous avons eue. La Russie est, comme nous, un pays chrétien. Elle est un pays qui risque également d'être submergé, puisqu'il y a 1,5 milliard de Chinois à ses portes et qu'il y a 20 millions de Russes en Sibérie. N'est-ce pas surmonter en quelque sorte le partage de Théodose entre le monde latin et le monde grec, c'est-à-dire le schisme de Photius entre le monde catholique et le monde oriental, ce partage de Théodose qui suivait exactement le méridien de Sarajevo, origine de la Première Guerre mondiale et du premier affrontement qu'on ait connu après l'effondrement de l'Union soviétique. Autrement, il y a là aussi la possibilité d'une union latine. Les pays francophones, lusophones, c'est-à-dire parlant portugais, hispanophones, j'ajoute l'Italie évidemment, sont 52 États dans le monde. C'est-à-dire une force capable de près d'1 milliard d'habitants, capable de contrebalancer la domination culturelle des pays anglo-saxons. Voilà, mesdames et messieurs, les quelques pistes que je voulais tracer, en disant que nous ne devons pas compter sur les autres pour surmonter nos propres faiblesses. Nous avons des atouts considérables. Notre territoire, le plus vaste de l'Europe occidentale, je le rappelle, est un véritable jardin. Il suffit de se promener sur nos routes pour s'en rendre compte. Nous avons le 2e empire maritime du monde, en vertu de la Convention des Nations Unies de Montego Bay. C'est-à-dire que nous avons, je crois, 11 ou 12 millions de kilomètres carrés de cet espace de droit exclusif à cet espace maritime dans lequel se jouera peut-être davantage l'avenir de l'humanité que dans la course à l'espace intersidéral. Nos ingénieurs sont capables de construire les viaducs les plus audacieux, les trains les plus rapides du monde, des fusées intercontinentales, d'excellentes voitures. Notre statut international fait de nous l'une des grandes puissances, l'un des 5 membres du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies et membre de quantité d'institutions spécialisées qui vont de l'Union postale universelle à l'Organisation mondiale de la santé, en passant par l'Agence de l'énergie atomique, etc., que sais-je encore. Autrement dit, nous avons tous les moyens, à condition de nous y engager, et de nous y engager sans crainte et avec détermination pour participer à la renaissance de la France, si possible, dans le cadre de cette Europe, mais de l'Europe qui est celle de notre commune civilisation chrétienne. Merci beaucoup. Alors, en définitive, quelle est votre réponse à la question du sujet? Alors, elle survivra si elle s'amende.
Elle peut survivre si elle s'amende, sinon elle ira à la catastrophe, et elle s'autodétruira ou elle nous détruira. On la mettra à l'amende, puisque c'est à la mode. Voilà. Si elle change, autrement dit. Merci pour cet aperçu un peu apocalyptique, mais il faut que nous soyons conscients effectivement de ce qui se joue autour de nous et dont un très grand nombre de masques nous séparent sans cesse, dérivent notre attention. Est-ce qu'on a une ou deux questions? Oui? Qui veut intervenir? Première question. Monsieur Attali, j'ai entendu dire que l'Union européenne avait été conçue pour ne pas, qu'on ne puisse pas la quitter. La quitter, voilà. Oui. Vous avez entendu cela Son vidéo. Non, mais qui a dit cela? Attali. Attali, oui. Attali dit beaucoup de choses, il dit des choses intéressantes d'ailleurs. Hein. Je vous conseille la lecture de Brève histoire du monde qui vient, dans laquelle il décrit l'avènement du mondialisme, mais nous pourrions trouver beaucoup d'arguments dans son livre, tellement il montre que les étapes seront, de ce mondialisme qu'il appelle de ses voeux, mais seront apocalyptiques. Et la description qu'il fait du mondialisme radieux qui suivra, est tellement utopique que ça saute aux yeux, à mon avis, du premier venu. Bon, fermons la parenthèse sur Attali. Non, mais je vous ferai observer que l'histoire est un cimetière d'organisations internationales, de traités, de pactes, d'alliances qui ont été défaits. Et puis, la grande règle, le grand principe, c'est rebus sixtantibus, n'est-ce pas? J'entre dans telle organisation, dans telle alliance, dans tel traité, à condition que les fondements qui l'ont justifié ne changent pas. Quand ils sont complètement trahis, enfin, on entre dans une organisation pour enrichir nos agriculteurs. Bon, pour leur consentir des prix qui soient supérieurs aux cours mondiaux. Bon, on a ruiné 4 exploitations sur 5. On entre dans une organisation qui est faite pour la valorisation de notre charbon et de l'acier. Il n'y a plus de charbon, il n'y a plus d'acier. Qui est faite pour la coopération atomique. Il n'y a plus de... l'Allemagne se retire de l'énergie atomique. Donc, sur le plan factuel, je dirais que les belles promesses, les serments, les traités, les signatures, tout ça, c'est fait pour changer. Mais je dirais, juridiquement, même si on a un souci scrupuleux du droit, je vous signale que le traité de Lisbonne, ça c'est le bon côté, si j'ose dire, l'article 50 du traité du TFUE, traité du fonctionnement de l'Union européenne, l'article 50 prévoit explicitement le droit de sortir. Donc ce problème, c'est vrai que rien n'était prévu a priori dans les premiers traités constitutifs pour sortir de l'Union. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que la sortie était pour autant interdite, mais maintenant elle est explicitement prévue avec une procédure à cet effet. Voilà. Monsieur Gollnisch, vous dites qu'il devrait être possible de renégocier. Mais qui est susceptible de renégocier? Je veux dire, pensez-vous que nos dirigeants actuels envisagent un seul instant de renégocier? Et qu'est-ce qui pourrait les pousser à faire cela? Alors, vous avez tout à fait raison. Là, je vais répondre brièvement. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut changer nos dirigeants actuels. Vous direz, vaste programme. Bon. Par exemple, l'angélisme de Mme Merkel. Mais ceci étant, j'observe. Alors, est-ce que c'est purement électoral? Mais bon, écoutez, en tant que chrétien, hein, je veux essayer de faire crédit. J'observe que la crise du Covid, ou je veux dire la Covid, je ne sais pas pourquoi, a eu quand même le résultat de faire changer considérablement M. Macron,
je ne suis pas devenu pour autant partisan de M. Macron, hein, mais qui tient maintenant un discours protectionniste, un discours de réindustrialisation, voilà, non mais je laisse votre appréciation. Moi je suis partisan d'en changer, hein, donc c'est très clair. Je ne suis pas son avocat, mais ce que je veux dire, c'est qu'il peut y avoir quand même chez nos dirigeants, au moins chez certains d'entre eux, une prise de conscience. Voilà, ça peut se produire chez les uns et les autres. Alors sincère ou pas, ça, il vous appartient comme citoyen de juger et de faire les bons choix, comme dirait M. Giscard d'Estaing. Voilà. M. Giscard d'Estaing, quand je l'ai rencontré à Bruxelles, d'ailleurs, je tombe sur lui récemment. Il y avait toute une brochette autour de lui, et dans le couloir, je tombe nez à nez. Alors, on se salue, et je lui dis alors, Monsieur le Président, vous revenez sur les lieux de vos crimes? Alors, il me dit, alors je lui dis, mais je suis quand même très heureux de vous voir. Alors, il me dit, moi aussi, mais votre entame était un peu abrupte. Une toute dernière question, peut-être? Non? Oui, votre exposé s'est terminé sur une initiative européenne pour ressouder l'Orient et l'Occident européen au-delà du Chine, etc. Il y a quelques années, on n'exclut pas que la Turquie intègre l'Union européenne. Ah oui, mais... Oui. Aujourd'hui, Macron, justement, est le seul à défendre la Grèce, qui fait l'objet d'une attaque en règle en Méditerranée orientale. Oui. Comment cette crise pourrait-elle évoluer? Ah, elle peut tourner au conflit armé. Hein. Ça, je pense que c'est pas exclu. Ceci étant, je vais peut-être surprendre et même choquer. Je crois que le problème de l'espace maritime, je parlais de l'espace maritime français, hein, c'est quand même très complexe, parce que si vous regardez une carte, c'est pas exactement le nord de la mer Égée, où la Grèce dispose de petites îles, évidemment, mais c'est au sud. Et là, la revendication grecque, il y a une île grecque qui est à 3 km, c'est peut-être 5, de la côte turque, ou 2 km même de la côte turque. Et les Grecs disent, bon ben, il faut tirer une ligne qui soit à égale distance de ma côte, c'est-à-dire de cette île. Je ne sais pas combien il y a d'habitants, je ne sais même pas si elle est habitée d'ailleurs, bon, et de vos côtes, pour délimiter les espaces maritimes auxquels nous avons droit. Bon. C'est quand même, il faut le dire, plus compliqué que ça, parce que nous avons eu le même problème en France avec les Minquiers et les Écrehoux, que la Cour de justice de La Haye a attribué, ce qui est un scandale, bon, à l'Angleterre, alors que les actes de puissance qui avaient fait l'Angleterre au Moyen-Âge, elle les avait faits en tant que duc de Normandie, et par conséquent, ça aurait dû revenir à la France. Bref, c'est revenu à l'Angleterre, on n'a pas recommencé la guerre de 100 ans pour ça. Mais pour autant, on a donné un espace maritime autour des Minquiers et des Écrehoux à l'Angleterre, mais on n'a pas donné tout le plateau territorial, ce qu'on appelle le plateau territorial, c'est-à-dire le fond de la mer jusqu'à l'isobate de moins de 200 mètres. On n'a pas donné tout le plateau territorial à la Grande-Bretagne. Et quand on s'est aperçu aussi que la règle de l'équidistance aboutissait à nous priver d'une très large partie de la mer d'Iroise, c'est-à-dire au large du golfe de Gascogne et de la Bretagne, là aussi nous avons négocié. Pareil d'ailleurs, l'application de la règle de l'équidistance en mer du Nord, ça, compte tenu du fait que la géométrie imposait que l'Allemagne n'en est qu'une toute petite partie, le gros morceau revenant à la Grande-Bretagne, à la Norvège, etc. Bon, l'Allemagne a contesté que cette règle de l'équidistance s'imposait à elle, elle a obtenu gain de cause devant la Cour de justice de La Haye, on a renégocié pour lui donner une part un peu plus importante. Mais bon, tout ça, ce sont des détails, hein. Mais ça, c'est pour le contentieux maritime. Mais en un mot commençant, moi j'ai toujours été hostile, je vois depuis 1986, quand j'étais cette fois-ci à l'Assemblée nationale, on parlait de l'adhésion de la Turquie.
C'était une folie. La Turquie n'est pas un État européen. C'est un pays qui a sa place, est un pont entre l'Occident et l'Orient, qui peut jouer un rôle, c'est une grande nation, bon, mais ce n'est pas un État européen, ni par sa langue, ni par sa culture, sa population et son histoire, contrairement à ce que dit Chirac, l'histoire de la Turquie, c'est l'histoire de ses affrontements avec l'Europe. Bon, donc la Turquie n'a rien à faire en Europe, mais il aurait fallu le leur dire dès le début. Comme on leur a dit, oui, vous allez rentrer, mais attention, là, vous êtes un peu trop autoritaire, là, il faut changer ceci, il faut changer cela, etc. Et on les a fait lanterner, et comme c'est un peuple très fier, on les a humiliés, on s'en est fait des ennemis, on n'avait pas besoin de ça, d'ailleurs, définitifs. Donc moi, ce que je préconise, c'est, en regardant vers l'Est, vers la Russie, je trouve tout à fait anormal d'ailleurs qu'alors que l'Union soviétique a été démembrée, le pacte de Varsovie qui était la grande alliance militaire contre nous, a été aboli, la Russie a rendu sa liberté au peuple d'Allemagne de l'Est qu'elle opprimait au temps du communisme, et non seulement au peuple d'Allemagne de l'Est, mais à des territoires qui faisaient partie de l'Empire tsariste, je pense aux États baltes, à l'Ukraine, aux républiques d'Asie centrale, etc. Et nous ne cessons d'étendre le domaine de l'OTAN. Alors, ça fait peut-être plaisir à mes amis polonais, je peux le comprendre, mais il est évident que les Russes voient ça comme une menace et comme une provocation. Moi, je pense qu'il faut une autre politique à l'égard de la Russie. Merci je vous en prie. Pour cette présentation. Je voulais vous demander, est-ce qu'on n'a pas fait un grand pas dernièrement sans le voir un grand pas vers le fédéralisme, quand M. Macron rentre en disant maintenant c'est la majorité qualifiée, on va donner des subventions de la BCE. Ben c'est sûr, M. Héon en parlerait sans doute de façon plus savante que moi, mais le dernier plan de financement, c'est presque une révolution sur le plan financier. C'est destiné, c'est pas du tout une bonne affaire pour nous, parce que au départ, nous nous endettons davantage que ce que les fameux 40 milliards que nous allons recevoir. Donc ça va nous coûter plus cher que ce que ça nous rapporte. Mais c'est une opération politique de sauvetage de l'Union européenne destinée à essayer de la rendre irréversible. Ça n'est même pas possible, mais enfin d'essayer de conforter la maison qui est déjà vermoulue et qui tremble sur ses bases. Bien, je crois qu'il... Merci beaucoup. L'heure est arrivée déjà. Merci. Est-ce que tout à l'heure...